Welcome to this afternoon's event for the Belfast International Arts Festival in association with the Institut Français. We are delighted you could join us. My name is Richard Wakely and I am the festival's Artistic Director and Chief Executive. This afternoon we're screening a recent conversation with two leading French writers discussing their work and inspiration. Scholastique Mukasonga has won international praise for her writing about her French-Rwandan experiences and the troubled history of her country of birth, having left Rwanda to settle in France 2 years before the Rwandan genocide of 1994. Following prize-winning books, including Cockroaches, Our Lady of the Nile, and The Barefoot Woman, Mukasonga's new book, Igifu, which means hunger, is a memoir in stories about the effects of trauma on tradition, communities, and individuals. Earlier this year, the film adaptation of Our Lady of the Nile won the coveted Crystal Bear Award at the Berlin International Film Festival. Nina Bourari's All Men Want to Know is an international bestseller and the first of her 17 books to be published in the UK or Ireland. It traces her childhood in Algeria when racial tensions surface in their neighborhood, and her French mother suffers an unspeakable act of violence that forces the family to flee the country. The book is a defining portrait of womanhood and an essential exploration of shame and sexuality, of living between two cultures and belonging to neither. The conversation will be in French with English subtitles and is hosted by Matthias Rambaud, the attaché for books and ideas for the Institut Français in London. Books by these two writers, and indeed by all the authors featured in this year's festival, are available in person or online from No Alibis Bookshop on Botanic Avenue in Belfast. Now, if you enjoy what you see this afternoon, please consider joining us again at 7 o'clock this evening for our closing event. On the eve of the US presidential election, Sarah Churchwell and Michelle Cressfield will be sharing their thoughts with host Fintan O'Toole on the road to this most extraordinary of elections and where we go from here. For more information on all our events, please visit our website, www.belfastinternationalartsfestival.com. Thank you for watching and enjoy the conversation. Hello everybody, my name is Matthias Rambaud. I'm the head of the book office of the French Institute, and I have the pleasure and honor to welcome in conditions that were still special a few months ago, but which are much less so today, two great writers, Scholastique Mukasonga and Nina Bouraoui, whose names and works are known and recognized in France, but which British readers are gradually discovering. Ladies, welcome to the United Kingdom. The French Institute has joined forces with the Belfast International Art Festival to co-organize a conversation on the occasion of the publication of your respective works in English translation. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Matthias Rambaud, je dirige le bureau du livre de l'Institut français du Royaume-Uni et j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir dans des conditions un petit peu, enfin qui étaient encore spéciales il y a quelque temps, mais qui ne le sont plus aujourd'hui, deux grandes écrivaines, Scholastique Mukasonga et Nina Bouraoui, dont les noms et les œuvres sont connus et reconnus en France, mais que les lecteurs britanniques découvrent peu à peu. Mesdames, bienvenue au Royaume-Uni. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Rambaud. Alors, l'Institut français s'est associé au Festival international de Belfast pour co-organiser cette conversation littéraire à distance, à l'occasion de la parution respective de vos ouvrages en traduction anglaise. Alors, Nina Bouraoui, vous êtes née à Rennes, en France, de mère française et de père algérien. Vous avez passé presque toute votre enfance en Algérie. Vous êtes l'auteur de près d'une vingtaine de livres, depuis La Voyeuse interdite, paru en 1991 et qui a été 2 fois primé. Votre roman Mes mauvaises pensées a reçu le prix Renaudot en 2005.
Oui. Et tous les hommes désirent naturellement savoir, et votre dernier livre, paru en anglais, aux éditions Penguin, dans la traduction d'Anissa Abbas-Higgins. Quant à vous, Scholastique Mukasonga, vous êtes né dans la province de Gikondo, au Rwanda, pays que vous avez quitté juste avant le génocide, dans lequel ont péri 27 membres de votre famille, dont votre mère. Vous vivez aujourd'hui en France et êtes l'auteur en français d'une œuvre plusieurs fois distinguée. Votre roman Notre-Dame du Nil a reçu également le prix Renaudot en 2012. La femme aux pieds nus a remporté le prix Seligman en 2008. Et Liguifou a été couronné par le prix Renaissance de la Nouvelle 2011 et par le prix Paul Bourdary. Je parle de ces deux livres en particulier, car ce sont les deux derniers à avoir été publiés en traduction anglaise de Jordan Stump aux éditions Archipelago. Alors, je vais commencer par poser des questions à vous, Scholastique Mukasonga, sur vos livres. Ensuite, je poserai des questions à Nina Bouraoui sur son livre. Et ensuite, je vous poserai à toutes les deux des questions plus générales en lien avec l'actualité, la littérature et l'histoire. Très bien. Donc, Scholastique Mukasonga, pour commencer avec vous, Liguifou est un recueil de nouvelles. Et Liguifou, dites-vous, c'est le ventre insatiable, la faim qui tenaille les déplacés Tutsis de Nyamata en proie à la famine. Et Colomba, votre jeune héroïne, s'évanouit sous les assauts de la faim. Et elle voit une lumière et elle se demande, est-elle le masque fallacieux du néant? La mort serait-elle si belle? Tout en pensant à ceux qui sont tombés sous le coup des machettes. Cette faim, vous l'avez vécue, me disiez-vous? Oui, monsieur Rimbaud. Liguifou, bon, c'est une nouvelle qui a donné le titre au livre, qui veut dire la faim en français. Et était donc, je dirais, mon dernier livre, mi-autobiographique, mi-fiction. Et c'est ce livre qui m'a amené à la tentative de roman de Notre-Dame du Nil. La fin, c'est une expérience personnelle. C'est Colomba, l'héroïne, c'est bien moi. Seulement, les deux premiers livres, Inyenzu les Kafar ou La femme au pied nu, qui sont autobiographiques, je les ai vraiment écrits, surtout Inyenzu les Kafar, dans la douleur, dans la grande douleur. La femme au pied nu, c'était différent parce qu'il y avait la tendresse d'écrire les sélénimaires. Donc, Liguifou, la fin, j'aurais pu l'écrire dans Inyenzi, mais c'était tellement douloureux. Donc, j'ai fait cette expérience, j'avais 6 ans, et dans cette région de Nyamata qui n'avait rien du Rwanda, qui est le Rwanda. Normalement, le Rwanda, c'est un pays magnifique où il plaît tout le temps, où tout pousse. Mais Nyamata, c'était comme le désert du Rwanda où il n'y avait rien qui poussait. Donc, quand on nous a jetés là, dans ce désert du Rwanda en 1960, dans les premiers moments, en attendant de défricher un peu et de cultiver, avec la difficulté justement des pluies qui sont rares, on mourait de faim. Et une nuit, c'est vrai, j'ai été, si remarque, ça faisait, mes parents faisaient tout pour essayer d'aller louer leur service aux rares habitants de Nyamata, d'Arobugesera, mais qui n'avaient pas grand-chose à offrir. Et ils faisaient sûrement 2 jours, peut-être que ma mère, je le raconte, hein, il faut que ma mère, on voyait bien qu'elle était rentrée. Julienne et moi, et la petite Danielle Jeanne, on guettait le retour de maman et on observait avec anxiété ce qu'elle avait sur la tête et s'il y avait quelque chose dedans. Et je crois ça faisait 2 jours sûrement qu'on n'avait rien mangé. Et une nuit, j'ai été prise de, je ne sais pas, de somnambulisme. Je ne pouvais pas dormir. Donc, comme aujourd'hui, la faim avait fait un trou géant dans mon ventre. Et c'est vrai que j'ai fait cette expérience, je dirais, merveilleuse pour une petite fille de 6 ans, justement, d'aborder. Je crois qu'après, j'ai lu d'autres personnes qui ont vécu l'expérience de la mort
de l'approche de la mort. Donc, j'ai vu, à un moment donné, vous n'êtes plus du tout dans la souffrance. Vous entrez dans une forme de tunnel avec des lumières qui deviennent de plus en plus intenses et très agréables. Vous entrez dans une forme de légèreté et vous voulez poursuivre, malheureusement ou heureusement. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Je me suis arrêtée à ces lumières où d'ailleurs c'était comme une déception de ne pas avoir franchi le pas. Alors, donc, ce que je voulais, ce que je regrettais, ce que j'ai espéré en tant que survivante de ma famille, au fait, j'ai perdu 37 membres de ma famille, ce n'est pas 27. Le petit bout de papier que j'ai reçu, c'était 37 noms. Et pas une famille, pas de famille élargie, je les avais déjà perdus depuis longtemps, mais c'était la famille rapprochée, c'était mes frères, mes soeurs, les enfants, les petits-enfants. Et donc, ce que j'ai souhaité, qui aurait été comme un soulagement pour moi, c'est que quand j'ai appris le génocide des miens, je me suis dit, est-ce que si j'avais la certitude qu'ils ont pu atteindre ce ravissement que j'ai connu avec cette expérience de Koromba, c'est-à-dire qu'ils ont pu après la souffrance endurée du génocide et des coups de machette, s'ils ont pu justement s'engager dans le tunnel vers la mort, mais en cours de route rencontrer justement cette lumière excellente, ce soulagement, cette légèreté qui conduisait, je ne sais pas si c'est vers le paradis ou vers le néant, je ne le saurai jamais. Donc voilà, donc c'est ce qui est resté toujours une interrogation et ça restera toujours une interrogation. Et voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette nouvelle. D'accord, alors donc vous l'avez dit, c'est un recueil de nouvelles, Igifou. Il y en a une notamment qui s'appelle « Dans la gloire de la vache », dans laquelle on découvre le quotidien d'un berger. Vous décrivez l'amour qu'il porte à ses vaches qui sont entourées de soins infinis, mais aussi de respect et de révérence, car elles sont la source du lait qui nourrit. Et la mère qui donne ensuite ce lait à ses enfants les bénit en disant « Je te donne le lait, que tu aies toujours du lait ». Vous décrivez ces choses avec une telle beauté qu'on a l'impression que vous les avez vécues, mais vous m'avez dit qu'en fait, ce sont des choses qui vous ont été rapportées par votre mère, qu'à l'époque où vous êtes né, vous avez quitté le Rwanda, le temps de la vache était déjà révolu. Oui, hélas. Je n'ai pas connu directement ce temps de la gloire de la vache. À Nyamata, on n'avait plus de vaches. Je n'ai pas eu cette chance, et avec la désolation de ma mère, qu'elle ait m'attende le petit pot à lait quant à son enfant, et avec toute la bénédiction derrière, de dire je vous te donne le lait, que tu aies toujours le lait. Ce qui te projette vraiment dans la vie protégée, dans la force. Donc, c'est une garantie de la vie, le lait, c'est la vie. Ce que je mets dans mon enfance, puisque les Tutsis de Nyamata n'avaient pas du tout fait le deuil du rêve de leur vache. Pour eux, c'était une erreur. À un moment donné, le monde allait se réveiller. Ils allaient retrouver chez eux au Rwanda, parce que Nyamata, ce n'était pas le Rwanda, et ils allaient reconstituer leur troupeau. Donc, j'ai été bercée dans mon enfance et dans mon adolescence par les fantômes, les vaches fantômes de mon père et la nostalgie du lait de ma mère. C'était comme un conte qui était répété tous les soirs à la veillée et qui a fait revivre justement le temps de la vache. Alors, donc, quand je dis qu'ils n'ont jamais abandonné ce rêve, pour eux, ce n'était pas possible. C'était impensable de vivre toute une vie sans vache. Jusqu'à ce qu'ils ont réussi à reconstituer le troupeau. À ce qui me concerne ma famille, puisque je me suis exilée au Burundi en 1973, lorsqu'on a chassé tous les intellectuels Tutsis, et je le dis dans Notre-Dame-Médinir, qui est aussi traduit en anglais.
Et donc, le premier salaire que j'ai eu, donc j'ai travaillé à l'UNICEF au Burundi en tant qu'assistante sociale, mon premier salaire, je n'y ai presque pas touché. Je l'ai envoyé en totalité à ma famille. Et le premier plaisir que mon père s'est fait, c'était d'acheter une vache. Et quand on les a tués en 1994, ils en arrivaient à une dizaine de vaches. Alors, ceux qui n'avaient pas des enfants qui se sont exilés, qui ont pu avoir un emploi et un salaire pour aider les parents à reconstituer le troupeau, il y avait aussi une autre façon de se procurer les vaches, c'est-à-dire qu'au Rwanda, la dot pour une fille, c'est la vache. Et la vache, elle est belle ou moins belle en fonction de la beauté de la fille. Bon, ça c'est entre parenthèses. On en parlera peut-être plus tard de la beauté de la fille rwandaise. Et donc, ce qui fait que les Rwandais, même s'ils étaient, je parle toujours de Nyamata, des exilés Tutsis de Nyamata, donc la vie a repris. Il y avait des mariages. Alors, pour les mariages, la dot est donnée par la famille des garçons. Et la fille est déjà élevée suffisamment embavée parce que c'est elle qui va être la machine à produire le bien-être de la famille et le fonctionnement du foyer. Donc, c'est le garçon qui donne la dot. Et alors, ce qui fait que pour la dot, il n'en était pas question que ce soit autre chose que la vache. Ce qui fait qu'à cette occasion du mariage, c'est tout le village qui se cotisait, qui vendait un régime de bananes et de patates douces pour que justement la famille des garçons puisse acheter la vache. Et c'est comme ça que les vaches sont revenues à Nyamata. D'accord. Alors, une autre de ces nouvelles s'intitule La peur. Et la peur est aussi un élément important dans l'écriture de Nina Bouraoui. On aura l'occasion d'y revenir. Dans Scholastique Mukasonga, vous dites « Dans leur terre d'exil, les Tutsis déplacés portent une ombre en eux. Une ombre, dites-vous, qui se moquait de la course du soleil, qui leur restait attachée, même au plus profond de la nuit. Cette ombre, c'était la peur. Cette peur est partout. Elle est sur le chemin de l'école quand les fillettes... voient arriver un camion avec angoisse parce qu'elles se disent que ce peut être un camion de soldats qui vont leur tirer dans les jambes. Et c'est pourquoi la mère de la narratrice dit qu'il est bon d'avoir peur et qu'il faut prendre modèle sur le chien qui semble dormir profondément, mais il suffit qu'une feuille tombe pour qu'il soit sur ses pattes. Alors cette peur-là, disparaît-elle jamais une fois qu'on l'a éprouvée ? Non, non, parce que pour moi, et je souhaite que avec ce que nous vivons aujourd'hui avec le coronavirus, tout le monde a eu peur et tout le monde a toujours peur. Mais cette peur doit être une forme de vigilance et d'alerte pour justement lutter contre cet envahisseur de cette bête qui nous envenime la vie. La peur aiguise absolument l'alerte, aiguise absolument la nécessité de se défendre. La peur ne peut pas être synonyme de la panique. Cette peur que nous avons vécue à tout instant à Nyamata, nous avons appris, on était obligés. Il fallait subsister, il fallait résister. Et nous l'avons transformée en force de résistance. C'est cette peur justement qui a fait que qu'ils ont pu résister jusqu'à malheureusement à ce que malheureusement on n'avait plus, malheureusement tout était tellement organisé qu'ils n'ont pas pu éviter le génocide, mais même ceux qui ont pu les rescaper et les survivants comme moi, c'est parce que justement nous avons canalisé la peur. La peur, c'est une chance. C'est une chance pour celui qui a la peur. Il faut savoir bien l'utiliser, bien la canaliser. La peur faisait que justement, par exemple, on ne dormait pas. Pour dormir, par exemple, les mères gardaient leur pagne de beaux jours de messe, normalement qu'elles mettaient pour aller à la messe. Les enfants restaient habillés comme pour aller à l'école, parce que justement, là, on avait peur d'être surpris dans la nuit
et de mourir sans notre dignité. On tenait absolument, on pouvait nous prendre la vie, mais on ne pouvait pas nous prendre la dignité. Donc la peur, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir toujours. La vie est toujours semée d'embûches, M. Rambaud. C'est-à-dire que cette peur nous permet à chaque fois, de créer d'autres forces pour vaincre justement ces embûches. Et c'est ce que je souhaite aujourd'hui pour tout le monde face justement au coronavirus qui nous nargue. La peur nous permet justement de le vaincre. Et ça va nous permettre absolument. C'est cette force, c'est le fait, si on n'a pas la peur, on sous-estime le danger et malheureusement, on donne la faille au danger. Et la peur nous permet toujours de rester éveillés. Alors, vous parlez très bien justement de cette qualité vitale de la peur, puisque au Rwanda, en effet, l'attente, le silence, l'horizon, ce sont autant de messagers possibles de la mort. Mais dans ces pages terribles, vous avez réussi à user du regard d'un enfant. Et j'ai envie de vous demander qu'apporte le regard d'un enfant face à une telle tragédie. Quel est le biais qui l'autorise? Alors, le regard d'un enfant, en fait, dépend de ce qu'il voit dans les yeux des adultes, dépend du comportement des adultes. Alors, dans le cas, par exemple, de Nyamata, il y avait le danger. Si les adultes avaient cédé à la panique, l'enfant n'allait pas subsister, l'enfant allait paniquer aussi. On aurait eu des enfants traumatisés. Et regardez-moi, je ne suis pas traumatisée. Je fais partie de ces enfants. Parce que les parents ont toujours eu le souci de créer une barrière pour protéger les enfants. Ils étaient dans un contexte qui n'est pas un contexte normal pour élever, pour donner toutes les chances à son enfant, mais ils s'en sont donné les moyens. Par exemple, pendant ces jours justement de grande peur, où les enfants n'allaient plus à l'école, ce qui est en effet l'enfant constaté qu'il ne va plus à l'école, que les parents ont dit aujourd'hui, vous n'allez pas à l'école, tout le monde va rester à la maison. Mais il y avait, ce qui nous a permis de résister, en fait, c'est qu'il y a eu toujours des solidarités. En fait, on dit toujours que la normale, c'est la loi du grand nombre. À Nyamata, on n'était que Tutsi, on nous avait parqué que Tutsi, ce qui a développé des solidarités. Et c'est pour cela, d'ailleurs, entre parenthèses, quand je dis que j'écris, je n'écris pas seulement pour ma famille, pour faire revivre ma famille au sens restreint du terme, j'écris pour toute la famille de Nyamata qui a disparu. On était devenu une grande famille. Alors pendant ces grands jours de malheur, de peur, les mères, parce que c'est toujours les mères qui montent au créneau les premières, c'est donner les responsabilités. Elles sont réunissées dans un enclos commun, chez la voisine. Le lendemain, on allait chez l'autre voisine s'il le faut. Mais elles vivaient en groupe. On créait absolument le groupe de femmes et on faisait des activités communes. Tout était fait en commun. Les cuisines étaient en commun. Les enfants mangeaient en commun. On organisait des jeux en commun. Il y avait des danses. Il y avait des adultes qui étaient, surtout les pères, parce que ce sont les ministres des Affaires étrangères, qui sont de l'extérieur, qui protègent la famille de l'extérieur. Et il y avait les mères qui étaient là pour justement donner la joie aux enfants. Et pour nous, les enfants, sincèrement, le souvenir que je regarde de ces jours de peur, c'était les jours de joie. Donc, c'est-à-dire que c'était la fête. Donc, quelque part, quand on est enfant, on est autorisé, je pouvais m'autoriser. On regrettait quand on disait maintenant, on a tout observé, tout autour, on peut reprendre le chemin de l'école. Nous, c'était dommage, parce que c'était les beaux jours, c'était magnifique. On était toute la journée aux côtés, nos mères étaient présentes, nos grands frères étaient là, les voisines et les voisins étaient là. Donc, c'était la fête, parce que les parents ne paniquaient pas. Vous savez, même pendant le génocide, les gens ont été surpris de voir que les gens ne paniquaient pas. Même les enfants ne pleuraient pas. Il y avait toujours ce qui avait été créé par rapport, barrer toujours l'accès à la paix et toujours la dignité, la dignité, la dignité. Alors, il y a aussi une nouvelle qui s'intitule « Le malheur d'être belle ». C'est vraiment une nouvelle poignante
dans laquelle vous décrivez le destin d'une jeune femme à la beauté telle qu'elle ne lui apporte que du malheur. D'abord au lycée, ce sont de mystérieux protecteurs qui l'attendent dans de grosses voitures. Plus tard, on la voit en vitrine dans un magasin, les cheveux raidis par le défrisage et drapés dans un pagne portant le portrait du président. Puis elle devient secrétaire dans une entreprise tenue par des Belges, avant d'en être licenciée à cause des quotas. Enfin, elle devient deuxième bureau, c'est-à-dire maîtresse d'un riche commerçant. Elle est choisie pour partager le lit de Mobutu, président du Zaïre alors en visite au Burundi, puis chassée car trouvée trop maigre. Et d'Avani en rejet, elle finit par trouver refuge chez un vieux garagiste italien, où elle finira assassinée par d'anciens clients qui pensent qu'elle leur a transmis le sida. Et lorsque son fils, car elle a eu un fils avec un attaché d'ambassade, lorsque son fils demande à la narratrice qui l'a recueillie « Dis-moi comment était ma mère », celle-ci lui répond, et c'est la dernière phrase de la nouvelle, « Elle était belle, très belle ». Vous écrivez « Pas de plus grand malheur que d'être belle au Rwanda quand on était Tutsi ». Alors j'aimerais vous entendre parler de cette nouvelle en lien avec le mouvement MeToo qui a mis en lumière le destin de beaucoup de femmes à cet égard. C'est vrai que les femmes, c'est toujours l'objet de comportements pervers. Mais en ce qui concerne Elena, c'est une fiction. Je crois que c'est d'ailleurs la nouvelle où j'ai mis beaucoup plus de fiction parce que c'était tellement douloureux pour moi qu'il fallait me protéger par une part importante de fiction. Parce que ça part toujours des réalités. C'est sûrement des expériences que j'ai pu vivre, pas forcément personnellement, mais quand on est parti au Burundi, vous savez, on était nombreux et surtout nombreuses à être des jeunes filles vraiment à un âge où si on est belle, on est vraiment, je dirais même ostentatoire. À l'âge de 16-17 ans, c'est vrai, c'est des choses et où on était seul, très seul, sans protection. Il y a eu ce mythe de la beauté rwandaise, de la fille rwandaise. C'était une fascination coloniale qui l'a comparée à une reine égyptienne des pharaons noirs, je ne sais pas laquelle, peut-être Isis de Notre-Dame du Nil. Et les femmes rwandaises ont été, je le répète, c'est vrai, c'était pas facile, c'est jamais facile pour une jeune fille d'être belle. Elle a besoin de se protéger plus peut-être que d'autres. Mais la femme rwandaise considérée comme belle, même si elle n'est pas forcément belle, parce qu'au bout du compte, si vous êtes Tutsi, vous êtes forcément belle, était considérée par le premier gouvernement et même le deuxième gouvernement Hutu comme les plus grands ennemis parce qu'elles arrivaient à corrompre à entrer dans les bonnes grâces des personnalités influentes. Et pour la politique Hutu, c'était pour justement diaboliser la politique, fragiliser la politique d'apartheid. Et pendant le génocide, elles ont payé le double tribut. Non seulement elles ont été persécutées, comme tout le monde,
poursuivis, pourchassés pour être assassinés. Mais avant toute chose, ce qui était plus dégradant, grave, c'est qu'elles subissaient le viol. Et dans des conditions, je ne peux pas, j'ai été élevée dans des congrégations religieuses, je ne vais pas décrire les scènes, les actes de barbarie. Et ceux qui ont soi-disant rescapé, parce qu'il y en a une compatriote qui a écrit son premier livre, elle a dit « La mort n'a pas voulu de moi ». Les femmes rwandaises qui ont été rescapées, elles ont regretté d'être rescapées parce que ce n'était pas une vie. Souvent, elles étaient tellement dégradées que c'était parce qu'on avait fait exprès de les laisser immorlantes. Et pendant le génocide, celles qui sont rescapées, elles ont été des esclaves sexuels. Donc, il y a un documentaire où la femme dit « Nous étions pourris ». Voilà. Je vous remercie, Scholastique Mukasonga, pour ce témoignage très fort et pour ces réponses à mes questions. Et je vais maintenant passer à Nina Bouraoui. Alors donc, justement, donc, Tous les hommes veulent naturellement savoir est un récit autobiographique dans lequel vous décrivez à la fois votre enfance en Algérie, la découverte de votre nature d'homosexuel, vos 18 ans à Paris, mais aussi l'histoire de votre mère française et de votre père algérien. Et chaque séquence est rangée sous un même titre. Se souvenir, c'est l'Algérie. Devenir, c'est la France. Savoir, c'est l'histoire de vos parents. Et à la fin de ces allers-retours, dans le temps et dans l'espace, le livre se clôt sur 3 courts chapitres intitulés « Être ». D'où il ressort qu'être, c'est à la fois oser aimer, écrire et espérer. Serait-ce là une bonne définition de ce que c'est qu'être? Oui, je crois, en tous les cas, pour moi, ça l'est. C'est vrai que ce livre interroge des thèmes que j'avais déjà abordés, mais d'une façon différente. Il me semblait encore devoir aujourd'hui user de pédagogie et de douceur. Je pense que les révolutions douces, parfois, sont les plus utiles. Et c'est vrai que quand le mariage gay a été accepté, j'ai entendu et vu des choses absolument épouvantables en France, à Paris, 1 million de personnes dans la rue manifester contre des droits qui revenaient, qui étaient les plus, selon moi, naturels possibles, puisque nous sommes tous égaux, nous aimons tous de la même façon, et qu'il m'a fallu raconter que l'homosexualité est une histoire, que ce n'est pas un choix, que ce n'est pas un vice, que ce n'est pas une pathologie, mais en revanche, un adulte homosexuel a été aussi un enfant homosexuel. Et c'était intéressant pour moi de raconter cette homosexualité qui était comme une forme de poésie en Algérie, une forme d'esthétisme. Il n'y avait, pour ma part, je ne ressentais aucun jugement moral, je n'avais aucune honte, il était archi normal de pouvoir désirer des femmes. Je ne pensais pas être dans une sorte, après ce que je vais nommer une forme de délinquance, enfin de délinquance douce. Et puis après, en grandissant, à l'adolescence, il est toujours compliqué de quitter la meute et d'être différent. Et j'ai ressenti, hélas, ce que beaucoup d'homosexuels peuvent ressentir, c'est-à-dire un dégoût de soi. J'ai traversé peut-être ma propre homophobie. Et finalement, à 18 ans, je décide d'occuper mon homosexualité comme on occupe un territoire, et je me rends 3 fois par semaine dans un club réservé aux femmes, le Katmandou. Alors, c'est vrai que tous les hommes désirent naturellement savoir, c'est aussi l'histoire de mes parents, parce que c'est très lié. Finalement, je me suis dit que moi, ma différence a été une forme de révolution intime, et que mes parents, lorsqu'ils se rencontrent en pleine guerre d'Algérie, elle, la française de Rennes, lui, le jeune français musulman, comme on appelait à l'époque
les Algériens, puisque l'Algérie était française, ont, par leur mariage, peut-être aussi opéré une sorte d'acte politique et ont certainement traversé des moments d'insécurité, de honte, de colère, de tristesse, comme moi je l'ai traversé par ma différence amoureuse. Et puis, ma mère arrive en 62, alors que tous les Français partent. Et cela aussi, je voulais raconter comment une femme française que l'on surnommait la Suédoise, parce qu'elle était blonde aux yeux bleus, va épouser un homme, mais aussi va épouser un pays. Elle va tomber folle d'amour pour ce pays, pour cette Afrique du Nord, et nous la faire traverser jusqu'aux frontières du Niger avec ma sœur en GS. Alors voilà, ce livre, c'est un hymne à cette enfance, à cette jeunesse, mais aussi un grand hymne à la tolérance. Nous ne sommes pas différents, Algériens, Français, hétérosexuels, homosexuels. Nous sommes tous dans une sorte d'unité moi j'espère, je suis très idéaliste parce que je sais que les sentiers sont jonchés de violence et c'était très intéressant d'écouter tout à l'heure Scholastique sur la peur, que c'est bien d'avoir peur en effet, c'est un état de vigilance, mais ne jamais céder à la panique. Et ma mère n'a jamais cédé à la panique dans un pays qu'elle devait se réapproprier en tant que Française. Les Français n'étaient plus les bienvenus. Et finalement, elle a bravé ce danger et elle a été très amie avec des Algériens. Elle a été reconnue, je crois, comme tant de Français qui aimaient l'Algérie finalement. Alors, vous l'avez dit, vous avez parlé de la peur et vous avez écrit « Je viens de la peur ». Et oui. Cette peur aussi, à l'image de votre livre, a plusieurs sources, peut-être floues, imprécises, mais il y a une scène fondatrice dans la naissance de cette peur. C'est lorsque votre mère, un soir, rentre à la maison avec des traces de sang, des traces de suie, des crachats dans les cheveux. Et malgré son mutisme et malgré votre jeune âge, vous comprenez qu'elle s'est fait agresser. Oui, parce que ma mère, je la vois en effet dans une robe déchirée, avec des traces de suie, avec des traces de griffes. Et elle cache ses seins, elle tient ses seins, parce que sa robe est déchirée, et puis elle va dans la salle de bain, elle ne dit rien. Donc à 8 ans, il y a un effet de bascule total, de l'innocence à la sauvagerie, du bonheur, parce que ces années algériennes étaient heureuses, à tout d'un coup la terreur. Et tout d'un coup, ce ne sont pas les hommes qui sont l'ennemi, mais c'est plutôt, puisque je suis une petite fille, j'imagine que ma mère a été agressée par la bête du Gévaudan. À l'époque, la bête du Gévaudan, c'était très à la mode. Et je vois comme ça, soit une bête ou soit une masse d'hommes. Et je comprends très vite qu'être un homme, c'est être du côté de la force. Et qu'être une femme, c'est être avant tout un corps et avant tout une proie. Et je me construis ainsi, alors pas dans la peur des hommes, mais dans la résistance et surtout l'idée qu'il me faudra toujours défendre ma mère et défendre les femmes de mon entourage. Alors je me positionne un peu comme un garçon, ou alors comme une fille-garçon, ou comme un garçon-fille, ou comme encore une troisième identité, je ne sais pas, mais je sais que le monde n'est pas forcément doux et qu'il faut se méfier. Et voilà, j'entre en vigilance, mais cette peur m'a longtemps gouvernée, mais après elle est devenue une force. Elle est devenue une force pour justement me connecter à l'écriture. Je crois que la peur aussi donne une extrême sensibilité et que cette extrême sensibilité ouvre les portes de l'écriture et bizarrement ouvre les portes de la poésie, parce que je deviens un enfant enfermé de l'intérieur, assez solitaire, peut-être parce que je me sens différente dans mon identité, mais aussi parce que je vis dans un milieu qui est souvent brutal. L'Algérie dans les années 70 est un pays brutal, souvent aussi pour les petites filles et pour les femmes. Et cette brutalité parfois est invitée chez soi. Lorsqu'on vit dans une ville violente, on a forcément aussi de la violence, parfois dans son foyer, ou en tous les cas aussi peut-être dans son corps. Et la seule façon de me déverrouiller, ce sera d'écrire. Et ce sera la littérature. Et finalement, j'ai fait le bon choix, je pense. Absolument. Alors, vous dites très bien, comme Scholastique Mukasonga, que la peur, ce n'est pas la panique, c'est la vigilance. Et cette vigilance a à voir avec la littérature. Mais pour revenir à la question de la violence, vous dites que le mal, la violence, prend racine dans les violences faites aux femmes. Et lorsque les femmes sont maltraitées,
toutes les minorités sont maltraitées. Et ce livre, comme tous les livres, a plusieurs origines, plusieurs sources. L'une d'elles, c'est donc un voyage que vous faites avec votre mère et votre sœur dans le désert algérien, et où vous découvrez les dessins rupestres du Tassili Najer. Et donc dans ce livre, comme dans d'autres que vous avez écrits, la question de la liberté est très présente. Vous vous demandez dans quelle mesure nous sommes libres et dans quelle mesure nous dépendons de notre propre histoire, mais aussi de celle de nos proches, voire de la grande histoire de l'humanité. Nous descendons aussi de cette violence primitive qui fut celle de nos très lointains ancêtres. Oui, moi je suis très fascinée. Enfin, la liberté, bien sûr que la liberté n'existe plus lorsque nous sommes persécutés dans notre chair, ou lorsque nous sommes derrière les barreaux d'une prison, lorsque nous sommes pris dans un étau, l'étau de la guerre, l'étau militaire ou l'étau politique. Mais la liberté, quand même aussi, le concept de liberté peut aussi être alors certainement bien plus doux, comme je le disais, que dans la guerre, ou que dans les exactions, que dans la violence. Mais je pense quand même que nous dépendons de l'histoire de nos parents, de l'histoire de leurs parents, et puis on peut en effet remonter très très loin. La psychanalyse sert à ça, justement, à déverrouiller toutes ces cellules, et que cette virginité dont on rêve tous, elle est impossible puisque nous sommes imprégnés des souvenirs, et que notre inconscient est marié aux inconscients des autres. Et puis, si on remonte très très loin, et là, nous arrivons justement au chaudron de la violence. C'est vrai que lorsque j'étais dans le Tassili, nous faisions souvent des treks. C'était très, très intéressant parce que nous étions dans cette pleine nature qui, pour moi, était vraiment... Moi, j'étais une enfant assez mystique et pour moi, Dieu se trouvait là. Mais un Dieu qui ne m'appartenait qu'à moi, qui était le Dieu de la nature, de la beauté, du ciel, des rochers, du sable. Et la nuit, nous dormions dans des cavernes avec, sur les parois de ces grottes, des dessins préhistoriques qui racontaient finalement notre histoire à tous et mon histoire en tant que petite fille, mais surtout en tant qu'être humain. Et je me souviens avoir été très frappée, bien sûr, par des scènes de chasse, par des animaux qu'on ne connaît plus, qui étaient reproduits sur la paroi de la grotte. Et je me suis toujours dit que oui, nous venions aussi de cette violence primaire, primitive, violence de la survie, chasser, tuer pour survivre. Donc nous sommes... Pourquoi la violence existe? Parce que justement, nous avons comment dirais-je, toutes ces bribes. Quand on se met en colère, pourquoi on peut se mettre en colère? Pourquoi on peut être agressif? Je crois que... Alors, c'est pour ça que je parlais de psychanalyse tout à l'heure. La psychanalyse est aussi intéressante de savoir comment des peuples ont embrassé la violence d'une histoire qui les poursuit, et que comment l'arrêter, ça, je ne sais pas, mais en tous les cas, en avoir conscience. Et c'est vrai que la violence en Algérie, c'était à la fois... elle ne m'a jamais fascinée, mais elle m'a déroutée, et tous mes livres en sont imprégnés finalement, même si j'essaie d'y instaurer le plus de douceur possible. Dans ce livre, il y a la violence de la nuit. Qu'est-ce que la nuit lorsqu'on a 18 ans, dans les années 80, qu'on est homosexuel et qu'on rase les murs encore pour entrer dans un club qui est réservé aux femmes, et comment est-ce qu'on sort de ce club et comment on intègre le jour et on intègre ce qu'on appelle la norme sociale. Et lorsqu'on n'est pas justement comme cette norme sociale, lorsqu'on lui échappe, ce qu'elle nous propose ne nous parle pas, je crois que là, on retombe aussi dans une forme de violence et dans la forme du chaudron de la violence, comment l'autre, qui ne peut pas me comprendre, qui ne peut pas me reconnaître, comment il me rejette. C'est très très long pour les jeunes homosexuels de se construire. Nous savons aujourd'hui en France qu'il y a encore une recrudescence d'actes homophobes, et qu'il ne sera jamais vain encore d'expliquer, de raconter et de faire de la pédagogie. Absolument. Et donc cette violence dont vous parlez, on la retrouve aussi dans votre écriture. Vous dites, plutôt vous écrivez, l'écriture n'apaise pas, c'est du feu sur du feu. Et vous insistez sur la dimension de danger, de transgression, de risque
et donc de violente inhérente à l'écriture. Quand vous avez commencé à écrire, étant jeune, vous aviez l'impression d'être un enfant qui fait des choses interdites dans sa chambre avec un briquet. Alors, dans l'histoire de la philosophie, les définitions de l'être humain abondent. Animal politique selon Aristote, Rousseau pensant selon Pascal. Mais selon vous, j'ai envie de dire que l'être humain serait cet être qui fait du feu et qui écrit. Est-ce que ça vous Bah oui, vous voyez, la préhistoire, la femme au silex, et puis aussi peut-être la sensualité. C'est vrai que moi j'ai souvent dit aussi que, enfin je crois que Victor Hugo disait que la poésie était le langage pour parler à l'au-delà, et je le pense vraiment. Je pense qu'écrire est parfois n'est pas loin de la méditation ou n'est pas loin de la prière, qu'il y a un état de conscience qui n'est peut-être pas le même que l'état de conscience qui nous occupe tous les jours, et que dans cette écriture, il y a un chemin qui parfois passe par la violence, mais moi j'essaie en tous les cas de le faire passer le plus souvent par surtout la beauté. Et quand je dis qu'écrire c'est le feu sur le feu, c'est que j'ai appris aussi mon métier dans ce club bizarrement de femmes. J'étais la plus jeune, j'avais 18 ans, et j'ai fréquenté des femmes que je n'aurais certainement pas fréquentées dans la vie de tous les jours. J'étais une jeune étudiante d'abord de droit, puis après de philosophie, mais je n'allais pas très souvent en cours puisque j'écrivais mon premier roman. Mais c'est vrai que ces femmes-là se confiaient à moi. Et j'ai rencontré des médecins, des avocates, des prostituées, des anciennes détenues. Et j'étais la plus jeune. J'ai fréquenté aussi des femmes de 70 ans, 75 ans, 85 ans, mais moi j'étais très timide. Je restais au bar et on venait me parler et j'écoutais beaucoup. Et c'est vrai que quand je rentrais chez moi, je restituais parfois ces paroles, mais il fallait que je écrive parce que l'écriture me semblait être une sorte à la fois de chant de libération magnifique et aussi de digue. Il fallait d'encadrement, c'est-à-dire que je passais d'un endroit clos à un autre endroit clos, mais qui me rassurait certainement, mais le don de l'observation, d'avoir regardé ces femmes qui étaient très passionnées, parce qu'en plus les femmes entre elles, c'est le feu sur le feu, on a raison, et le Katmandou, ce club qui existait, est devenu le théâtre du Vieux Colombier, c'est pas par hasard. Je pense que toutes ces histoires de déchirement, de passion amoureuse, parce qu'à l'époque c'était vraiment un club de rencontre, ce n'était pas juste un club, et pas du tout un club pour s'amuser, c'était un club pour vivre son homosexualité. Donc il y avait une sorte de pression et de lourdeur et de choses très pesantes. Il y avait des bagarres phénoménales à coups de tessons de bouteille. C'était quelque chose qu'on n'imagine pas souvent de la part de femmes, puisque parfois on a l'impression que les femmes vivent le coton de la douceur et de la bienveillance et de la gentillesse. Mais tout ce que j'ai vu m'a appris tellement vite sur les rapports humains, sur l'amour, sur la passion, et aussi comment il est presque politique de vivre son identité. Il y a une sorte d'urgence, tout d'un coup il y a une micro-société qui va se créer, c'est une autre cité dans la cité, et c'était très fascinant de voir tout ce petit monde à la fois se déchirer, s'aimer, se rencontrer, s'amuser, se confier. Et je crois que d'être homosexuel aussi a ouvert en moi une sorte à la fois de puits de solitude, c'est un très beau titre de Radcliffe Hall, mais aussi d'hypersensibilité. Je crois que être différent vous plonge dans une prison de solitude, et que l'écriture, peut-être que si je n'avais pas été homosexuelle, est-ce que j'aurais écrit? Je ne sais pas. Peut-être que cette différence m'a appris à regarder le monde autrement, de ne pas avoir de paroi, de ne jamais être protégée de l'intérieur, et d'embrasser la beauté et la poésie aussi du monde, pas que la violence, ça c'est important, et de la restituer dans mes livres. Merci, Nina Bouraoui. Je voudrais maintenant vous poser une question à toutes les deux, peut-être ouvrir la discussion à des questions moins liées à vos propres livres et des questions un peu plus générales. Je voudrais que nous parlions de la notion d'écriture féminine, que certains trouvent réductrice, voire insultante, tandis que d'autres la trouvent pertinente et libératrice. Alors, il y a 3 moments dans l'appellation de cette notion. Tout d'abord, le deuxième sexe de Simone de Beauvoir et son approche universaliste et égalitaire, qui hisse la femme hors de la condition inférieure dans laquelle elle était cantonnée. Puis il y a Le rire de la méduse d'Hélène Cixous en 75, qui
jette les bases d'une approche différentialiste de la féminité. Et enfin, aujourd'hui, une approche qui insiste plutôt sur le caractère divers, multiple et circonstanciel des écritures féminines. Alors, évidemment, c'est le pluriel qui est important. Cette évolution, c'est évidemment une évolution historique qui recouvre des générations différentes. Mais j'aimerais savoir comment vous deux vous situez par rapport à cette notion-là, si vous la trouvez opérante ou pas. En commençant peut-être par vous, Scholastique Mukasonga. Moi, je vais repartir par ce que vient de dire Nina, qui disait je ne sais pas si je l'ai écrit si je n'avais pas été homosexuelle, hein, parce que je voulais sortir de cette solitude. Moi, je peux dire, je plante le décor. Je n'aurais jamais écrit s'il n'y avait pas eu le génocide des Tutsis au Rwanda. C'est le génocide des Tutsis qui m'a amené à l'écriture, un devoir de mémoire, comme la plupart de ceux qui ont traversé la même tragédie, Elie Wiesel, Primo Levi et d'autres. Mais je dirais quand même que à cette question d'écriture féminine, c'est une question que j'ai déjà rencontrée. Hein. Moi, ma position est simple, du moins jusqu'à aujourd'hui, d'autant que je suis vraiment une écrivaine atypique. Je ne vois pas en quoi l'écriture d'une femme serait différente de celle de l'homme. Les sujets peuvent être différents. Moi, souvent, on m'a fait remarquer que j'écrivais beaucoup plus sur la femme. Mais ça allait de soi parce que, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi auprès des femmes et des mères. On écrit en fonction de ce qui peut être votre inspiration. Et moi, mon inspiration ne peut être que la mère, la femme. Donc, l'écriture pour moi, d'abord, je viens quand même d'une société rwandaise où traditionnellement, il n'y avait pas d'écriture. Le Rwanda, c'était une colonie belge qui n'a pas eu la même approche de l'écriture, les mêmes valeurs de l'écriture que les pays africains colonisés par la France. Les rares de Rwandais qui ont pu accéder aux études universitaires, passant par des écoles séminaristes, c'était plutôt des théologiens, des philosophes, rarement des historiens. Et la femme, c'était impensable qu'une femme soit écrivaine. Donc moi, s'il n'y avait pas eu le génocide des Tutsis au Rwanda, je me répète, et que j'avais absolument à redonner vie à mes gens, aux miens, à qui on avait absolument refusé l'humanité, qu'on avait voulu jeter à jamais dans l'oubli. Donc, je n'aurais pas pris la plume et je n'aurais pas écrit. Alors aujourd'hui, il est vrai. Après plusieurs ouvrages, ce n'est pas plusieurs, j'en ai que 9. Donc, je peux dire qu'en effet, je suis devenue écrivaine après le Renaudot. Mais je dirais qu'aujourd'hui, moi, quand j'écris toujours, j'ai toujours dit, je le répète, je me définis comme une conteuse. Donc, je reviens à cette tradition rwandaise qui était une tradition orale, où les choses se transmettaient oralement de génération en génération. Aujourd'hui, quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit en m'inspirant de ce que j'ai écouté aussi de ma mère. Je devenais absolument la comtesse au même titre que ma mère. Et dans mes écritures, c'est vrai qu'il y a cette dimension de l'humour qui m'a permis
qui m'a permis d'écrire, d'arriver à l'écriture et d'écrire des choses difficiles sans tomber dans la douleur et dans la souffrance du survivant. Mais je n'écris jamais quand je prends la feuille blanche, ma plume, parce que j'écris toujours à la traditionnelle. C'est mon fils après qui met en forme sur l'ordinateur, moi je reste traditionnelle. Jamais je ne me positionne en disant je vais écrire au féminin, je vais écrire comme une féminine. J'écris tout simplement une histoire que j'ai envie de transmettre. Très bien. Alors c'est intéressant ce que vous disiez sur le fait d'être conteuse, puisque je crois, Nina, que Bouraoui en arabe signifie le conteur. Oui, alors vous savez, oui, on est toujours un peu le fils d'eux ou le père d'eux, donc Bou c'est le père, donc ce serait le père du conteur, mais Raoui, en effet, signifie en arabe raconter. Je pense que c'est plus peut-être une tradition orale, puisque nous sommes des Africains, des Algériens, et moi je partage totalement l'avis de Scholastique. Je pense que évidemment il y a eu des mouvements féministes extrêmement importants, il ne faudra jamais les oublier et ne jamais les abandonner, parce que la route est encore longue et que je pense que la révolution des femmes doit avoir lieu. Et que les femmes doivent s'aider, s'entraider et être solidaires. Et Simone de Beauvoir, Hélène Cixous, Monique Wittig, pour parler d'écriture féminine, parce que justement les femmes étaient peut-être écrasées en littérature, souvent, parfois étaient assignées un autre rôle que celui de l'écrivain. Mais moi, je ne crois pas du tout en l'écriture féminine, parce que je sais que moi, quand j'écris, je ne suis plus une femme, je ne suis pas un homme, je suis peut-être un homme et une femme mélangés. En tout cas, je suis un écrivain qui peut parler à la place d'un homme. J'ai écrit des standards. Avant les hommes, c'était des hommes qui s'exprimaient et je ne voyais aucune différence. C'est-à-dire que la seule identité serait le langage, serait les mots, serait l'écriture. Comme j'ai souvent dit que mon seul pays, vraiment le seul pays que j'arrive à arpenter, à traverser et à connaître plus ou moins, c'est le pays de l'écriture. L'écriture féminine, je n'y crois absolument pas, comme je ne crois pas du tout en l'écriture masculine. Je ne crois qu'en la force du langage, et cette force de langage est soit d'une totale neutralité, ou alors elle englobe tous les genres, je ne sais pas. Merci. J'ai encore 2 questions avant de terminer notre entretien qui touche à sa fin. La première, elle est liée à l'histoire, aux histoires mémorielles qui agitent nos sociétés. Comment vous, Nina, appréhendez-vous les récents débats sur ces questions mémorielles liées au passé colonial des pays européens, de la France notamment, et pensez-vous qu'il soit nécessaire d'écrire et d'enseigner une autre histoire ? Je ne sais pas comment est enseignée aujourd'hui l'histoire dans les collèges ou dans les lycées, mais une chose est certaine, c'est que oui, la France a été un pays qui a eu de nombreuses colonies. Moi, je parlerai juste de celle que je connais le mieux, de l'Algérie. Je ne crois pas non plus en la permanence d'une culpabilité écrasante. On ne réécrit pas l'histoire, nous sommes faits de notre histoire, nous devons l'assumer. En revanche, je pense que la France doit assumer son passé d'empire colonialiste, mais peut-être qu'il faudrait éclairer le présent par ça, c'est-à-dire que je me souviens qu'au début des années 70, on a fait venir une main-d'œuvre qui était peu chère, qui ne parlait pas français, d'Algérie, pour les usines Citroën, Renault. C'était des ouvriers qui n'étaient pas syndicalisés, qui ne pouvaient pas défendre leurs droits. Et c'était des ouvriers surtout qui venaient d'un ancien département français, donc c'était assez facile. Ces ouvriers ont eu des enfants, qui ont eu eux aussi des enfants, et je crois que ce passé est là aussi pour éclairer peut-être aujourd'hui les dissonances lorsqu'on parle en France parfois de territoires où on a l'impression que des habitants n'arrivent plus à s'entendre, à parler. Il faut aussi remonter aux sources. Je crois que parfois la France a fait peut-être l'erreur de parquer ces émigrés à l'extérieur de la ville, dans des ensembles qui rendaient fous. Alors l'histoire, elle est importante aussi pour éclairer le présent. Je crois qu'il ne faudra jamais l'oublier. Il ne faudra jamais oublier aussi les Algériens qui se sont battus aux côtés des Français
qui ont été engagés dans l'armée pour défendre un pays parce qu'ils étaient dépendants de ce pays, que ce pays les avait colonisés. Je crois qu'il y a un devoir de mémoire absolu et peut-être aussi quand même un jour se défaire. Moi, j'ai toujours peur de la culpabilité, je la trouve mauvaise, violente, agressive et elle est faiseuse de mauvais sang. En revanche, toujours assumer, toujours dire, continuer. Et puis la littérature aussi est un moyen de raconter. Moi, je sais que lorsque je fais des signatures dans des librairies, dans des festivals, c'est magnifique de voir des pieds noirs qui viennent me voir. En plus, moi, je suis un cas un peu étrange. Je suis métisse, je suis à la fois française et algérienne. Mais lorsque je parle de mon Algérie, je parle aussi de leur Algérie. Et finalement, nous nous rendons compte, souvent ils sont soit catholiques, soit juifs, soit athées. Ils sont français, ils ont perdu ce pays qu'ils aimaient tant, qu'ils respectent tant. Et souvent, ils viennent me voir et ils me disent « nous sommes frères et sœurs ». Alors cette fraternité, je trouve qu'il est, bien sûr qu'il est important de parler de la violence ancienne, historique, des injustices, de l'horreur qui a été faite à ces pays colonisés. Mais il est aussi important de raconter qu'il y a eu des liens d'amour et qu'il y a une fraternité. Et que c'est dans la fraternité, moi je suis très idéaliste et très naïve, mais même si je sais que la vie, le monde est peuplé d'ombre et de danger, mais je croirais toujours en... Parce que je l'ai vu. Alors je ne dis pas que la littérature a pour mission de sauver, pas du tout, la littérature est toute petite, mais en tous les cas, la littérature est peut-être là pour faire le lien entre ceux qui pensent se détester, mais en fait, qui ont tant d'amour à se donner. Très bien. Et vous, Scholastique Mukasonga, que répondriez-vous à cette même question? Moi, j'ai toujours, quand on visite aujourd'hui les musées, ils sont exposés je dirais, le butin qui est le résultat du pillage du patrimoine africain. Et souvent qui ont été effectués lors des expéditions coloniales ou missionnaires. Aujourd'hui, c'est un sujet qui reste d'actualité, ça commence à dater, mais ça reste d'actualité. Les pays africains réclament la restitution de leur patrimoine. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, après la colonisation, il y a eu la coopération. Et la coopération, pour moi, est fondée sur le respect mutuel. Reconnaître ce qui appartient à qui. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'entendre justement la demande des Africains et de procéder à la restitution ou alors au prêt. Parce que quelquefois, ce sont un patrimoine de grandes valeurs que peut-être les pays africains, certains pays africains n'ont pas encore la place pour les mettre suffisamment en valeur. Mais ça peut être au moins un prêt. Ça veut dire provisoire. Prêter, c'est provisoire. Et que même ce soit visible pour les visiteurs dans les musées, que justement, on voit bien l'origine de tel patrimoine, d'où ça vient. Alors, il est vrai que je sais que le Bénin est en bonne voie avec la France et j'espère qu'on peut en effet aller jusqu'au bout. Alors, aujourd'hui, donc, quand on voit que c'est les places publiques dernièrement avec George Floyd, il y a eu des réactions où on a cassé quelques symboles de l'esclavage, de la colonisation. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut l'entendre, qu'on ne peut pas en même temps dire l'esclavage est aboli, la colonisation, c'est le passé, oui, c'est le passé, et qu'en même temps, il y a encore des symboles, des noms qui portent, les noms, les lieux de public qui portent encore ces symboles. Je pense que c'est une forme de narguer les peuples colonisés et les peuples qui ont subi l'esclavage.
À ce qui concerne l'enseignement, je crois que vous avez parlé de l'enseignement de l'histoire, c'est ça? Absolument. Oui. À ce qui concerne l'enseignement de l'histoire, je pense que l'histoire, là aussi, il y a des débats sur quelque part ce qui ressemblerait au retour du nationalisme, donc que l'histoire d'abord soit nationale. Pourquoi pas? Mais en même temps, je pense que l'enseignement de l'histoire doit être un lieu d'ouverture au monde. Et là encore, vous allez dire que je plaide pour mon sang, mais non, ce n'est pas le sang là, c'est le sang saint-scolastique. Je pense que par exemple, en ce qui concerne le dernier génocide du XXe siècle, le génocide du Rwanda, mes livres sont lus dans les écoles, partout dans les écoles. Je pense qu'il serait souhaitable, le génocide n'est jamais confiné à un territoire. Ça concerne l'humanité entière. Je pense que l'histoire du génocide du Rwanda, pourquoi il ne figurerait pas dans le programme scolaire? Voilà. Aujourd'hui, je salue les enseignants qui ont justement la volonté de faire connaître mes ouvrages et à partir de là, de permettre aux enfants de s'ouvrir au monde et de connaître à partir. Il n'y a pas que le Rwanda, il y a l'Afrique. Donc voilà ma position, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut ouvrir un peu et reconnaître justement la valeur de chacun. Nous avons tous la même valeur et que moi, je reste toujours optimiste. J'espère qu'on peut aller vers là. Merci. Alors, pardon. J'aimerais vous poser une dernière question pour terminer cet entretien, tout en l'ouvrant à la méditation de nos spectateurs qui deviendront sans doute bientôt, s'ils ne le sont déjà, vos lecteurs. C'est une question simple, voire simpliste, mais qui a le mérite de nous rappeler à ce qui fait que nous allons vers les livres et que nous y sommes allés avec un engouement accru durant la période de confinement que nous avons traversée. Cette question, c'est que peut la littérature? Et je commencerai par vous, scolastique Mukasonga. Ah, que peut la littérature? Alors moi, je dirais, parce que je vais répondre en tant qu'écrivaine rwandaise, que peut la littérature face à un génocide, au fait? C'est une question, moi aussi, que je me suis toujours posée. Après le génocide, il y a eu beaucoup, beaucoup d'ouvrages, de témoignages, de travaux d'historiens, de pamphlets polémiques pour envoyer la responsabilité aux uns et aux autres. Mais où était la littérature? La littérature n'était pas là pour dénoncer, non, pour plutôt prévenir et avertir. La littérature arrive après pour dénoncer et culpabiliser. Mais voilà pour moi la littérature. Mais en même temps, la littérature est tout de même, je reconnais que ça m'a permis de pouvoir sauver les gens de l'oubli. Je vais pouvoir citer, pour répondre à ça, je vais citer Elie Wiesel dans son livre La Nuit. Pour le survivant qui sauvait témoin, le problème est simple. Son devoir est de déplorer pour les morts autant que pour les vivants, et surtout pour les générations futures. Oublier les morts et les tuer une deuxième fois, et si les tueurs et les complices exécutés, nul n'est responsable de leur première mort,
nous le sommes de la seconde. Si le témoin s'est fait violence et a choisi de témoigner, c'est pour les jeunes d'aujourd'hui, pour les enfants qui naîtront demain. Il ne veut pas que son passé devienne leur avenir. Très bien. C'est-à-dire que, voilà ce que fait la littérature. Donc, le mal a été fait, mais une fois que c'est déposé, on peut peut-être se dire plus jamais ça, grâce à la littérature. Merci, Scholastique Mukasonga. Je laisse la parole à Nina Bouraoui pour répondre à cette question. Que peut la littérature? Je crois que la littérature ne peut pas sauver le monde, mais en tous les cas, elle peut le raconter. Elle raconte l'être humain dans ses grandes beautés et ses grandes ombres, ses grandes obscurités, ses grandes névroses aussi. Et puis, je crois qu'elle elle donne accès au merveilleux, donc elle nous rend meilleurs, elle nous rend plus forts, elle nous grandit. Et moi, j'ai toujours dit que je n'étais pas une militante, mais finalement, j'ai fait du militantisme à chaque fois dans mes livres sans le savoir, parce que je me souviens qu'adolescente, je me ruais sur les livres de Colette, de Patricia Highsmith, qu'il fallait que la littérature parle de moi, parle de ma différence. Et très souvent, depuis que j'écris, c'est-à-dire depuis 91, j'ai reçu un tant de courriers de jeunes femmes, de jeunes garçons, d'adultes, de personnes âgées qui avaient si mal vécu le fait d'être homosexuel. Alors si la littérature sert de temps en temps à entrer dans une solitude, à ouvrir la porte d'une chambre fermée d'un jeune adolescent, nous le savons, les jeunes adolescents homosexuels sont 7 fois plus ont 7 fois plus de chances et de malchance surtout de se donner la mort, qu'aujourd'hui en France il y a, et je pense que ça doit exister aussi en Angleterre, une institution qui s'appelle le refuge, parce qu'il y a encore des parents qui jettent dehors leurs enfants lorsqu'ils apprennent leur homosexualité. Alors si la littérature peut éclairer ne serait-ce qu'une chambre, ne serait-ce qu'une solitude, alors voilà, c'est une mission qui est gagnée. Très bien, merci. Nous terminons sur cette conclusion. La littérature sert à témoigner et à rendre meilleur. Je vous remercie, Nina Bouraoui, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi, Scholastique Mukasonga, de s'être prêté à cet entretien et nos partenaires du Festival de Belfast. Merci à tous et n'oubliez pas ces 2 livres magnifiques que je vous recommande. Merci Mathias. Merci. Merci, Monsieur Rambaud. Merci beaucoup. Merci, au revoir.